Bonsoir, avant de découvrir les titres de cette nouvelle édition, soyez les bienvenus sur Télé Sud. Au sommaire de ce jeudi 23 février, l'élection présidentielle du 26 février se tiendra à date échue au Sénégal. Égard à ceux qui seraient tentés de la saboter, dixit le président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, en meeting à Pikine et Guédiawaye. Le candidat des forces alliées a mis en garde le mouvement du 23 juin et toutes les personnes qui menacent de déchirer ces bulletins de vote le jour du scrutin. Au Burundi, depuis 2002, plus de 500 000 réfugiés burundais ont regagné leur pays depuis la Tanzanie, alors que 160 000 autres ont reçu la nationalité tanzanienne. Plus de 67 000 réfugiés burundais vivent encore en Tanzanie. La commission tripartite HCR Burundi-Tanzanie sur la situation de réfugiés burundais vivant en Tanzanie a annoncé hier, lors d'une réunion à Bujumbura, que le camp de Mutabira devra être fermé définitivement avant le 31 décembre 2012. Et puis au Cameroun, la communauté internationale a célébré la 13e édition de la Journée internationale de la langue maternelle sous le thème « Multilinguisme pour une éducation inclusive ». La journée permet l'organisation d'une série d'activités, d'informations, de sensibilisation et de conférences-débats sur la problématique de la promotion des langues nationales. Mais avant de développer les titres de cette édition, en Afghanistan, des exemplaires du Coran confisqués à des détenus de la prison de la base américaine de Bagram, à 60 km au nord-est de Kaboul, ont été incinérés dans la nuit de lundi à mardi. Selon des responsables à Washington, ces exemplaires du Coran servaient à faire passer des messages entre prisonniers. Depuis, en Afghanistan, les talibans appellent les soldats afghans à cibler l'OTAN. Un militaire afghan a ouvert le feu sur des soldats de l'OTAN et tué 2 d'entre eux au 3e jour d'émeutes anti-américaines qui ont fait aujourd'hui 12 morts parmi les manifestants. Après l'incinération d'exemplaires du Coran, les talibans ont appelé les Afghans à attaquer courageusement les bases militaires des envahisseurs, leurs convois militaires, les tuer, les capturer, les frapper et leur donner une leçon afin de défendre le livre saint. Barack Obama, le président des États-Unis, présente ses excuses au peuple afghan. La lettre du chef de l'État américain assure que des mesures seront prises pour éviter la répétition de tels actes, ce qui inclut que les responsables rendent des comptes. Cette lettre a été remise cet après-midi par l'ambassadeur des États-Unis à Kaboul. Et je vous le disais en titre, au Sénégal, premier meeting d'Abdoulaye Wade à Dakar sur fond de tension. Abdoulaye Wade n'a pas raté hier l'opposition. Il a mis en garde l'opposition contre tout sabotage du scrutin. Il a qualifié les opposants qui menacent de saboter le scrutin de mauvais politiciens et de rêveurs qui ont passé leur temps à faire du cinéma à la place de l'obélisque. Christina Okello. En dépit de la contestation, Abdoulaye Wade poursuit sa campagne électorale. Devant quelques milliers de militants venus l'accueillir mercredi à Dakar, il a assuré sa victoire à la présidentielle de dimanche. À 85 ans, le président sortant reste sourd aux appels qui l'enjoignent à passer la main. Sa candidature jugée illégale par l'opposition a suscité des manifestations anti-Wade dans la capitale, des manifestations qui se sont soldées par la violence. C'est pour apaiser les tensions que l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo est arrivé mardi dans le pays. À cause de la situation que nous avons trouvée sur le terrain au Sénégal, nous ne pouvons pas nous limiter à l'observation des élections. Nous devons être proactifs et prévenir ce qui peut l'être. Venu pour diriger une mission des observateurs à la présidentielle, Obasanjo joue de plus en plus un rôle de médiateur dans la crise. Jeudi, il s'est entretenu avec les leaders de l'opposition et a également rencontré le président Abdoulaye Wade. L'opposition continue d'exiger le retrait de sa candidature. Nous avons expliqué clairement qu'il ne peut pas y avoir d'autre solution que le retrait de la candidature d'Abdoulaye Wade. Après, la suite sera gérée par l'ensemble des partis concernés par la situation actuelle au Sénégal, c'est-à-dire au nom du peuple, parce que c'est tout le peuple sénégalais qui est concerné. À ce stade, l'issue du scrutin est incertaine. Très impopulaire à Dakar, Abdoulaye Wade l'est moins dans les zones rurales. Face à une opposition divisée sur l'éventuel report des élections, il espère remporter dès le premier tour. Celui-ci aura lieu dimanche.
Restons encore au Sénégal. Les implications liées à la contestation du pouvoir en place prennent une tournure judiciaire prolongée. Pas de libération permanente en vue pour les membres du collectif de jeunes Y en a marre. Leur procès a eu lieu hier à Dakar. Une délibération différée par le tribunal des flagrants délits. Compte rendu Linda Robert. C'est au palais de justice de Lat Dior que Simon Kouka, Kilifeu, Serigne Sako et Abdou Karim Gueye ont assisté à leur procès. Accusés d'avoir participé à l'organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique, ils encourent 6 mois de prison avec sursis. Mais leur avocat ne perd pas espoir. Nous n'avons pas le droit de désespérer de notre justice, surtout face à une nouvelle génération de magistrats. Je leur fais confiance et je garde espoir. Ma conviction, c'est qu'on veut décourager la jeunesse de ce pays d'être sensible au discours et à la philosophie d'Y en a marre. Et c'est une grave erreur. Les membres du collectif sont soutenus par leurs camarades venus suivre le procès. Ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui instrumentalisent la loi et la justice pour empêcher aux citoyens de s'exprimer librement, d'exercer un droit qu'ils ont acquis après de farouches luttes en 2000, le droit de manifester, qui est inscrit dans la Constitution à son article 8. Et les bons avocats ont pu éclater la vérité pour montrer clairement avec une telle simplicité, parce que tout ce que la vérité est facile à dire, ils l'ont dit donc avec facilité, qu'il n'y avait pas de délit. Leur jugement est mis en délibéré pour le 27 février, au lendemain de l'élection présidentielle au Sénégal. Dans l'actualité également, dans l'océan Indien, l'île de la Réunion a été secouée hier par des scènes de pillage et de guérilla pour la 2e soirée consécutive. Des voitures calcinées, des magasins saccagés. Le quartier populaire du Chaudron à Saint-Denis a été une nouvelle fois le théâtre d'affrontements, tout comme la région du Port, mais aussi Saint-Benoît, dans l'est de l'île. Les heurts ont fait au total 4 blessés et 31 personnes ont été interpellées. Tout est parti d'un mouvement de protestation contre la hausse des prix du carburant, sur lequel d'autres revendications sont venues se greffer. Près de 35% de la population est au chômage. Il y a 60% de jeunes qui ne travaillent pas. La situation sociale elle-même est explosive. Une table ronde sera organisée demain pour trouver des solutions sur les prix des produits de première nécessité. Le syndicat CGT Réunion appelle à la mobilisation le 29 février. Le Burundi, HCR et la Tanzanie, une commission tripartite sur la situation de réfugiés burundais vivant en Tanzanie, vient d'annoncer lors d'une réunion à Bujumbura que le camp de Mtabila en Tanzanie devra être fermé définitivement avant le 31 décembre 2012, alors que plus de 67 000 Burundais vivent encore dans ce camp. Reportage Makalix Mouchitsi. Les crises sociopolitiques que le Burundi a connues en 1972 puis en 1993 ont fait que plus de 2 millions de Burundais se réfugient dans les pays limitrophes du Burundi et surtout en Tanzanie. Depuis 2001, une commission tripartite Burundi, HCR et la Tanzanie a été mise en place pour le rapatriement volontaire des réfugiés burundais du sol tanzanien. Ainsi, la commission a enregistré des résultats positifs. Depuis le début de l'opération en 2002, nous avons pu rapatrier dans leur chère patrie plus de 500 000 réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Et le gouvernement de la République de Tanzanie a accordé la naturalisation à plus de 160 000 réfugiés burundais. Cela étant, depuis 2010, le nombre de rapatriés burundais se trouvant dans les camps de réfugiés en Tanzanie a sensiblement diminué, de la tenue d'une réunion à Bujumbura des membres de la commission tripartite afin de connaître les causes de cette réticence. Le rapport de cet exercice d'analyse nous permettra, d'une part, de mieux comprendre les causes réelles de la réticence de nos compatriotes malgré toutes les mesures de promotion active du retour volontaire prises jusqu'ici, mais sans succès. D'autre part, les résultats du même rapport nous donnera la lumière nécessaire pour mettre en œuvre un plan d'action visant à mettre fin à la situation résiduelle des réfugiés vivant dans le camp de Mtabila. Plus de 67 000 réfugiés burundais vivent encore en Tanzanie et le dernier camp de réfugiés devra être fermé définitivement avant le 31 décembre de cette année. Au Gabon, le nouveau commandant en chef des forces de police nationales qui a été nommé le 21 janvier dernier par le président Ali Bongo Ondimba, le général de brigade Léon Mistou a présenté aujourd'hui les grands axes de son programme d'action à la tête de la police. Le nouveau chef de la police gabonaise veut s'engager pour une transformation profonde des comportements de la police. Il a invité les policiers à plus de fermeté et surtout de courtoisie envers les populations. Reportage Joël Tatou, récit Moïse Munkoro. Nommé le 21 janvier dernier, le nouveau commandant en chef de la police nationale du Gabon a présenté aujourd'hui les grands axes de son programme.
Il souhaite avant tout faire des agents de police une véritable force républicaine. L'ambition première du commandant en chef est de donner dès son arrivée des instructions qui cadrent avec la politique de l'émergence que prône le président de la République, qui exige que les forces de police nationales subissent des transformations profondes sur le plan comportemental afin de mieux se muer aux véritables forces républicaines. Léon Mistoula a également exprimé son souhait de voir une police plus disponible, ferme et en même temps courtoise envers des populations devenues exigeantes. Le vent de la démocratie qui a soufflé sur l'ensemble de nos États aura rendu les populations de plus en plus exigeantes, mais aussi mieux informées de leurs droits. Le nouveau chef de la police veut surtout mettre fin au laxisme dans les rangs de la police. Il promet tout de même de travailler avec l'ensemble des agents pour réussir ses paris. Nous avons une obligation de résultat pour mériter la confiance placée à nous. Il ne sera fait aucune chasse aux sorcières, rassurez-vous, car je me suis engagé à travailler pour la police avec tous les policiers. Redonner à la police gabonaise ses lettres de noblesse, c'est donc l'objectif de ce nouveau chef des agents de police. La langue maternelle, un trésor à promouvoir, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la 13e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. Occasion pour les autorités camerounaises de faire le point sur l'enseignement à l'école des 287 langues nationales que compte ce pays d'Afrique centrale. Seules quelques écoles pilotes bénéficient à ce jour de l'apprentissage des langues maternelles avec le concours de la Société internationale de linguistique et le projet Élan de la francophonie. Notre correspondante Mélanie BTB. Cela est une réalité. Le Cameroun est l'un des pays africains à avoir une riche diversité linguistique. Près de 300 langues nationales, dont une quarantaine, sont déjà formalisées. À partir du moment où une langue est déjà standardisée, écrite, et qu'elle a des supports didactiques avérés et des enseignants pour l'enseigner, il n'y a plus de problème d'enseignement de cette langue. Il y a en fait autour de 35 ou 40 langues où les livres didactiques sont déjà traduits, prêts et publiés. Quelques-unes de ces langues, comme l'Eondo, parlées dans la région du centre et du sud du pays, ou le Douala dans le littoral et le Féfé à l'ouest du pays, sont enseignées à l'université et dans quelques établissements scolaires du secondaire. On a commencé à l'université vers les années 63. Il y avait déjà un département d'études africaines, de linguistique africaine. Et ensuite, on a pris le niveau médian, c'est-à-dire au niveau du MINESEC, ministère des enseignements secondaires. Il y a une inspection nationale des langues camerounaises. Avec le projet École et langues en Afrique de l'Organisation internationale de la francophonie, l'enseignement des langues nationales va sûrement franchir une autre étape. Le Cameroun a adhéré le 24 janvier dernier à l'initiative Élan à Bamako. C'est une avancée substantielle dans la mesure où l'accompagnement d'écoles et langues en Afrique, Élan, va se manifester par un déblocage de fonds qui seront destinés à un certain nombre d'actions prioritaires. Un espoir entretenu par les autorités camerounaises, ce d'autant plus que la promotion des langues locales est inscrite dans la Constitution. Et au cours de la cérémonie officielle de célébration de la 13e Journée internationale des langues nationales, le ministre camerounais de l'Éducation de base l'a réaffirmé. Au Mali, tenu d'un atelier de formation du Comité national intersectoriel de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Ouagadougou sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Objectif de la formation, réfléchir aux enjeux et à l'impact de la bonne mise en œuvre de cette politique. Compte rendu, Nianian Aliou Traoré. Facteur de création et moyen de redistribution de richesses, l'emploi demeure le principal vecteur du progrès économique et social. Un emploi productif procure un pouvoir d'achat indispensable à la consommation. Créer donc un emploi et surtout le préserver est l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Et c'est la raison qui détermine la tenue de cette formation. Le gouvernement du Mali a inscrit des actions de promotion de l'emploi dans la dynamique de la mise en œuvre de la déclaration sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté issue du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Ouagadougou en septembre 2004. Le choix du thème et du groupe cible traduit encore une fois de plus
l'engagement des plus hautes autorités à placer les questions d'emploi au cœur de leurs préoccupations. Au Mali, la politique de l'emploi n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, d'où la nécessité de mettre en place un processus d'élaboration. Une fois mise en œuvre, elle pourra d'abord recenser les besoins directs du marché de l'emploi, puis enfin conduire à une stratégie de promotion du secteur. La politique nationale de l'emploi est un outil indispensable mis à la disposition de l'État pour exercer effectivement le leadership politique de l'emploi en tant qu'acteur du changement, par des impulsions concrètes, en promouvant les conditions propices à la création et au développement des entreprises, aux investissements, à la valorisation du capital humain et au fonctionnement efficient du marché du travail. Les représentants des sections syndicales n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Selon eux, la mise en place d'une politique nationale d'emploi au Mali devra sensiblement réduire la pauvreté afin de permettre aux ménages d'assurer au mieux leur quotidien. Et c'est avec le Congo-Brazzaville que nous clôturons cette édition. La route, facteur de développement et d'intégration régionale, nécessite un entretien régulier pour la préserver de toute dégradation. Au cours de la 10e session ordinaire du comité de direction du fonds, le fonds routier a adopté hier à Brazzaville son budget exercice 2012. Ce budget en hausse par rapport à celui de l'année écoulée permettra de réaliser et réhabiliter certaines routes, d'aménager les voiries urbaines, de poursuivre les travaux de réhabilitation et de construction des routes dans le département de la Cuvette Ouest et puis aussi de lancer des travaux de nouvelles routes dans le département du Poul. Boris Agapit Niatoloka nous en dit plus. Au Congo-Brazzaville, le fonds routier, la structure publique en charge de l'entretien du réseau routier national, se dote d'un budget triplé par rapport au précédent. Il est chiffré en recettes et en dépenses à la somme de 66 milliards 544 millions alors qu'il était évalué à près de 20 milliards jusqu'à l'année dernière. Un budget qui doit servir à l'entretien du réseau routier national, surtout à l'entretien des routes construites dans le cadre de la municipalisation accélérée de la Cuvette Ouest et du Poul, tout ceci dans le but de faciliter la circulation des personnes et des biens. Ce budget ainsi réajusté et approuvé par la 10e session du comité de direction de cette structure étatique permettra également de résoudre certaines difficultés que connaît cette structure dans son fonctionnement, principalement l'apurement des arriérés. Pour 2010, nous avons, à travers les maîtres d'ouvrage délégués, engagé beaucoup de projets qui sont en cours et qui sont restés en suspens de paiement. Et pour 2011, nous avons aussi la même chose. Donc vous voyez déjà sur le budget de 66 milliards, nous avons déjà des engagements de 16 milliards. L'utilisation harmonieuse de ces ressources financières, associée aux potentialités humaines, permettra d'assurer la pérennité des infrastructures routières construites à travers le pays afin d'éviter l'éternel recommencement. Notre édition s'achève. Avant de nous quitter, le rappel des titres. L'élection présidentielle du 26 février se tiendra à date échue au Sénégal. Égard à ceux qui seront tentés de la saboter, dicte le président Abdoulaye Wade. En meeting à Pékin et Guédiawaye, le candidat des forces alliées a mis en garde le mouvement du 23 juin et toutes les personnes qui menacent de déchirer ces bulletins de vote le jour du scrutin. La commission tripartite Burundi-HCR-Tanzanie sur la situation de réfugiés burundis vivant en Tanzanie a annoncé hier lors d'une réunion à Bujumbura que le camp de Mutabira en Tanzanie devra être fermé définitivement avant le 31 décembre 2012. Et puis au Cameroun, la communauté internationale a célébré la 13e édition de la Journée internationale de la langue maternelle sous le thème multilinguisme pour une éducation inclusive. La journée permet l'organisation d'une série d'activités, d'informations, de sensibilisation et puis de conférences débats sur la problématique de la promotion des langues nationales. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain à 21h sur la même chaîne pour une nouvelle édition. Place maintenant au JT Sport présenté par notre spécialiste Ahmed Parizeau. Quant à moi, je vous dis demain et puis merci de votre fidélité.